Petit rappel, donc l'OSIR est une association sur les systèmes, la sécurité des systèmes d'information, et donc tous les seconds mardis du mois, nous nous réunissons pour 2 ateliers qui sont des présentations plutôt techniques, de travaux de recherche, de produits, etc. Et qui se terminent normalement par une revue d'actualité sur l'actualité du mois écoulé du point de vue de la sécurité. Donc cette fois-ci, exceptionnellement, on inverse. Et donc c'est une présentation de toute l'actualité sécurité, allant d'une revue des vulnérabilités à une partie site piraté, juridique, business et de l'humour sur la fin. Enfin, on espère. Tentative, ce qu'on considère. Alors, point quand même important, la revue n'est pas exhaustive. Le but, c'est de présenter l'essentiel, soit le plus important, soit le plus rigolo. Donc une vulnérabilité n'est pas très importante et pas très rigolote, il y a peu de chances qu'on en parle. Et ça se veut aussi collaboratif, hein, donc il ne faut pas hésiter si vous avez des remarques ou si vous Bien sûr. remarquez qu'on n'a pas parlé d'une vulnérabilité ou d'un événement et que vous souhaitez qu'on en parle, on peut le rajouter dans les slides qui vont être publiés par la suite. Tout à fait. Non, vas-y, je commenterai pas. Donc, comme chaque mois, traditionnellement, nous démarrons par la revue des vulnérabilités Windows, avec une particularité depuis 2 mois, c'est que les bulletins Microsoft à l'ancienne MS, je sais pas, 17010 pour en prendre un au hasard, c'est fini. Donc on a maintenant juste une liste de CVE, plusieurs dizaines de CVE, et c'est juste la mort à traiter. Donc le mois dernier, on a juste sélectionné les principales. Là, j'ai essayé de reconstruire un peu les bulletins Microsoft à l'ancienne. Je suis en train de développer un petit outil, j'espère que je vais réussir à reconstruire les bulletins à la Microsoft à l'ancienne, et puis comme ça après ce sera en partie automatisé. D'ailleurs l'outil s'appelle Make Microsoft Security Bulletin Great Again. LMS GBA. Donc Internet Explorer, bon, pas mal de vulnérabilités, du classique, exécution de code à l'ouverture d'une page web spécialement formatée. Vulnérabilité aussi dans Edge, donc le nouveau navigateur de Microsoft. Et ce mois-ci, une seule vulnérabilité en commun entre les 2 navigateurs. Donc on le met à chaque fois parce qu'en fait, Microsoft avait beaucoup communiqué sur le fait que les 2 navigateurs étaient totalement différents, que Edge partait sur un moteur complètement réécrit et les vulnérabilités semblent prouver le contraire. Bonjour. Alors là, on a pas mal de bulletins concernant. Nous avons pas mal de bulletins concernant Malware Protection Engine, donc qui est la partie détection de malware inclus maintenant dans Windows avec Windows Defender. Donc la première est relativement importante parce qu'en fait on s'est beaucoup moqué des antivirus ces derniers mois et années qui parsaient du contenu dans le noyau sans sandbox, sans aucune protection, et souvent on arrivait à des exécutions de code au niveau système, enfin dans le noyau. Bon, bah, apparemment Microsoft fait la même chose puisque là c'est de l'exécution de code en tant que système, donc dans le noyau. Et là c'est vraiment grave parce que c'est exécutable à la lecture d'un mail, en allant voir un site web, parce qu'en fait c'est automatiquement lu parsé par l'antivirus de Microsoft. Donc je crois que même si on allait sur le site web pour télécharger la vulnérabilité ou un truc comme ça faisait planter le 2IS qui hébergeait la vulnérabilité. En fait, si je ne me trompe pas, c'est comme dans tous les antivirus, hein, ils essaient de voir si un fichier est malveillant, donc il faut qu'ils comprennent un peu les formats de fichiers. Et le premier qui a été regardé par ta viseuse, c'est le JavaScript. Du coup, il suffisait de faire un morceau de data qui ressemblait à du JavaScript. Du coup, c'était analysé par le moteur JavaScript de ce Malware Protection Engine. Et c'est là qu'on arrivait à exécuter du code à distance. Et du coup, ça pouvait se faire effectivement assez facilement. Et le bug s'est exécuté quand on allait voir sur le Mantis, enfin le bug tracker. Il suffisait, oui. Enfin, ça pouvait s'exécuter par un mail sans avoir à lire le mail. Une fois que le mail est reçu, forcément, comme il est reçu par exemple en Outlook localement, l'antivirus va le scanner pour voir s'il y a quelque chose de malveillant. Le deuxième, c'est 4 vulnérabilités, encore une fois, sur le moteur anti-malware de Microsoft, qui ont été corrigées silencieusement ce coup-ci. Hop, on dit rien. On peut espérer qu'il y en ait d'autres, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui parse tous les fichiers qui arrivent sur votre poste et qui tournent pas dans une sandbox. Quoi, moi, j'ai été très surpris. Ouais, j'ai été très surpris par les numéros des CVE, parce qu'aujourd'hui, on est au milieu d'année, et là, on est déjà à 8000. J'ai pas compris pourquoi est-ce que le numéro était aussi important, alors que la plupart des vulnérabilités aujourd'hui, donc au mois de juin, mai-juin, n'ont pas des numéros aussi élevés. Normalement, c'est incrémental. Et ça m'a vraiment surpris. Si quelqu'un a l'explication, ça m'intéresse.
Encore vulnérabilité dans l'antivirus de Microsoft, exécution de code en tant que système, une élévation de privilèges dans l'hyperviseur de Microsoft Hyper-V à partir de VSMB, donc qui est la partie virtualisée de SMB, le protocole de partage de fichiers de Microsoft, dont nous reparlerons tout à l'heure. Des vulnérabilités noyaux, donc principalement de la fuite d'informations, ce qui permet potentiellement de contourner ASLR, donc la randomisation, la distribution stochastique de la mémoire, de l'espace d'adressage mémoire, donc la randomisation de la mémoire. Voilà. Un grand nombre de vulnérabilités corrigées sur SMB V1. Donc je pense qu'ils ont peut-être dû commencer à regarder suite à l'exploit qui a été publié par Shadow Broker, provenant de la NSA a priori. Donc pas mal de fuites d'informations et d'exécution de code. Et le dernier, c'est grand classique, c'est exécution de code à l'ouverture de fichiers Office. Et voilà, donc ça c'est grand classique. Et le dernier, donc c'est comme vous le savez, Shadow Broker, un groupe anonyme, a publié des documents appartenant à la NSA, a priori à la NSA, dont des vulnérabilités et des codes d'exploitation. Parmi ces vulnérabilités, la fameuse MS17010 qui permettait d'exécuter du code à distance sur SMB. Et il y avait aussi une autre vulnérabilité qui était ST maudite sur RDP, qui permet d'exécuter du code sur RDP à distance, principalement sur Windows XP et Windows Server 2003. Donc Microsoft a publié des patchs, on en parlera tout à l'heure sur SMB, mais pas sur RDP. Donc une entreprise qui s'appelle Ensilo a publié un patch pour XP 2003. En fait, c'est un service qui tourne, enfin une librairie qui hook en mémoire. Donc en fait, ça ne patche pas directement sur le disque, ça patche au démarrage directement en mémoire et ça permet de se protéger de l'exécution de la vulnérabilité. Bon, dans l'idéal, il vaut mieux quand même arrêter d'utiliser des systèmes obsolètes. L'autre chose, c'est que si on avait encore un doute, même s'il y a une identification, authentification sur RDP, on ne le met pas sur Internet. Oui, là, parce que là, c'est dernier doute. C'est pré-authentification et ça utilise le système d'authentification par carte à puce pour exécuter du code. Bon, ça je passe. Alors, petite news sur Microsoft. Apparemment, Azure supporte OpenBSD, le plus open des systèmes fermés. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, pour ceux qui font partie du programme Windows Insider, donc qui reçoivent les patchs et les mises à jour de Windows un peu en avance, il y a différents niveaux de publication. Il y a ceux qui prennent vraiment le code totalement instable et ceux qui ont un code un peu moins instable. Et en fait, Microsoft a publié par erreur à tout le monde une version totalement instable de Windows 10, mais par contre, il était possible de revenir en arrière. Donc c'est surprenant qu'ils arrivent encore à faire ce type d'erreur. Mais bon, ça arrive. Oui, pour information, à revenir en arrière, on est dans Windows Insider, hein, c'est une aventure. Hein. Ah oui, enfin, ça, oui, il faut attendre que ça se resynchronise avec l'autre branche, et là tu choisis bien le jour, et si tu as un peu de chance, ça marche. Mais moi j'essaie de sortir de ce truc-là, mais... Il y a un autre truc, je ne sais pas si ça fait partie du build 16.215, mais dans la dernière version de Windows 10, il me semble qu'ils ont bloqué les accès directs à la mémoire, donc tout ce qui est DMA quand tu verrouilles ta session. Donc toutes les attaques sur les ports FireWire, alors même si c'est plus très répandu, USB avec 3. des USB 3 ne fait pas de DMA selon moi, je suis pas sûr à 100%, mais presque. Et toutes les attaques de type Inception où on arrivait à bypasser la mire d'authentification ne seront plus possibles. Après, il faut voir quels sont les impacts, parce que le DMA c'est quand même utilisé dans certains cas, donc potentiellement quand tu verrouilles ta session, il y a des choses qui s'arrêtent. Si jamais il y avait un disque dur FireWire sur lequel on copie des fichiers à très haute vitesse, par exemple, si tu verrouilles ta session, ça ne peut plus marcher. Après, je ne sais pas si c'est un cas qui se présente dans la vraie vie. Pour ceux qui font du montage vidéo, de la capture vidéo, donc on leur demandera de ne pas verrouiller leur session. Exactement. Alors que ça fait des années qu'on leur dit le contraire. Le troisième est plus ou moins intéressant, en tout cas ça intéressera surtout les grands groupes qui ont des masters, parce qu'en fait depuis quelques mois maintenant, et là c'est le premier patch qui vraiment applique ça, donc Microsoft ne supporte plus les anciennes architectures avec ces nouveaux correctifs. C'est-à-dire que là en fait pour Windows 7 et Windows 8.1, si vous avez un master avec 7 et 8.1 que vous déployez sur des postes encore un peu anciens, c'est-à-dire de 5e et 6e génération d'Intel je crois,
vous ne pouvez plus appliquer des nouveaux correctifs parce que Microsoft a décidé qu'il n'allait pas perdre de temps à déployer, enfin, à développer des correctifs pour ses anciennes architectures, que ça coûtait trop cher, donc il faut changer d'ordinateur. Donc l'impact, je le vois surtout sur ceux qui ont des masters qui durent donc de nombreuses années et qui incorporent tous les patchs sur du matériel qui est potentiellement un peu ancien. Je suis pas persuadé que ça se voit en tant qu'exploitant en fait, si les patchs ne descendent plus. Ah non? Tu vois, Mais nous en tant qu'auditeur on le verra. Oui. Oui. Quand tu parleras de OneCry, Ouais, c'est après. Donc vulnérabilité système, donc on reparlera tout à l'heure de SMB Microsoft, mais là une vulnérabilité sur Samba, la plupart des implémentations. Au début ça avait été décrit comme une vulnérabilité wormable sans authentification, mais en fait ça nécessite une authentification pour déposer un fichier, plutôt une librairie, sur un partage, et après on peut exécuter, enfin demander au système d'exécuter cette librairie. Là vous avez l'implémentation en PowerShell, donc c'est assez court. Ça rentre dans un tweet. Ça rentre dans un tweet, et ça permet d'exécuter du code sur un serveur de partage de fichiers, utilisant Samba. Sachant que tout ce qui est Synology, QNAP, etc., c'est vulnérable. La deuxième vulnérabilité, mais en fait sudo, c'est fait pour élever ses privilèges. Donc en fait, il y a une vulnérabilité dans sudo qui permet d'élever ses privilèges, ce qui paraît normal. En fait, c'est une vulnérabilité, je crois que c'est un mélange de race condition et de lien symbolique qui permet d'utiliser sudo pour passer route et exécuter des commandes en tant que route alors qu'on ne devrait pas. Sachant qu'il y a quand même pas mal de gens qui utilisent sudo avec des limitations Oui. pour les exploitants et tout. Je crois qu'il y a un problème de parsing avec les espaces dans la commande, un truc comme ça. Il n'y a pas encore les détails, les détails n'ont pas encore été publiés. Alors, c'était en fin d'année dernière, l'OSTIF, association de open source, je couperai ça au montage, a publié une espèce de questionnaire en fin d'année dernière pour poser la question de savoir quelles applications devraient être auditées. Donc on pouvait voter, et ils ont décidé d'auditer, je crois, Apache, OpenVPN et je ne sais plus quel autre outil open source, application open source. Donc là, OpenVPN a été audité par Quarks Lab et un certain nombre de vulnérabilités ont été remontées, principalement des délits de service. Quelques petits problèmes crypto, mais il faut avoir un pied en l'air, deux lunes alignées pour l'exploiter. Mais c'est principalement des délits de service. Bon, par contre, c'est embêtant, c'est-à-dire qu'on peut faire tomber un service OpenVPN à distance sans authentification. Et le dernier, j'en parle parce que donc JB, qui est l'auteur de VLC, a fait une présentation, une rump à la STIC, donc à la conférence STIC la semaine dernière. Donc là, en fait, VLC est vulnérable à une exécution de code à partir des sous-titres. C'est-à-dire que vous publiez une vidéo avec les sous-titres bien formatés et vous exécutez du code dans VLC. C'est plutôt embêtant parce que VLC est très très utilisé. Et en plus, la même vulnérabilité se retrouve dans Kodi, qui est un lecteur multimédia, qui est le meilleur lecteur multimédia au monde, multiplateforme, Popcorn Time et Stream.io. D'ailleurs, j'ai fait une faute. Et plein d'autres vulnérabilités ont commencé à être révélées. Et ce que dit JB, c'est qu'en fait, VLC, c'est des centaines de milliers de lignes de code en C, sans sandbox, que c'est du code d'il y a 10-15 ans, et que forcément, il y avait énormément de vulnérabilités. Donc, il faisait un espèce d'appel à l'aide, en disant voilà, si vous avez des compétences, si vous voulez nous aider, aidez-nous à sécuriser le code de VLC. Dans l'idéal, on aimerait faire des sandbox. Si vous voulez contribuer à VLC et sauver le monde, allez-y. Alors, sachant qu'on a fait un sondage à Rennes pour savoir quel était le jeudi soir, vous imaginez bien, il y a beaucoup d'étudiants dans les rues de Rennes. Donc on a fait un sondage pour savoir quel lecteur vidéo ils utilisaient. Est-ce que vous avez une idée du lecteur qui est ressorti? YouTube. Donc nous sommes tranquilles, la Terre est sauve. Vulnérabilité système encore, bon, train de micro, pas mal de... Je sais même pas s'il y a encore un intérêt. Il y a les mêmes sur Symantec après, bon, pas mal de vulnérabilités sur les solutions de train de micro. Alors, un petit point, donc, le mois dernier, on vous avait parlé de Intel Management Engine, qui est le composant dans votre ordinateur qui contrôle vraiment votre ordinateur, auquel vous ne pouvez pas accéder. Donc il y a une vulnérabilité entre guillemets, c'est-à-dire que le système peut écouter sur votre carte réseau sans que le système le sache. Ça, c'est pas une vulnérabilité, ça c'est une fonctionnalité. Oui, ça c'est une fonctionnalité. Mais donc ça ouvre un portail web, et la vulnérabilité, c'est qu'en faisant une authentification avec un digest nul, on peut passer l'authentification et après prendre le contrôle du portail et contrôler en gros tout le PC. Il y a d'ailleurs un groupe, je crois qu'on en parle après, un groupe de je sais pas où qui a utilisé ça pour faire des serveurs de command and control et des botnets. Donc moi j'ai un PC Dell
pendant pas mal de temps, Dell a communiqué en disant que mon PC n'était pas vulnérable. Par hasard, j'ai regardé il y a quelques jours et d'un coup, ça avait changé, mon PC était vulnérable. Donc je me suis dépêché de mettre à jour mon firmware et donc la vulnérabilité est corrigée. Donc je vous recommande, même si ça commence à dater de un mois ou deux, je vous recommande quand même de revérifier assez régulièrement chez votre constructeur si vos postes et vos serveurs sont vulnérables. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez aussi décider de désactiver. Ouais. AMT. Alors après, attention, si vous utilisez BitLocker, lorsque vous mettez à jour, il faut faire une manipulation, je ne sais plus laquelle exactement, sinon le firmware au boot va refuser de booter, va vous demander la clé de recovery, parce que comme vous changez le firmware, c'est considéré comme un changement par BitLocker. Dans le Secure Boot. Ouais. Pour Symantec, là encore, injection de commandes sur le portail d'administration, leur solution de sécurisation de mail. J'ai mis JuneOS aussi parce qu'on n'en parle pas souvent, mais là il y a pas mal de vulnérabilités sur JuneOS qui est le nouveau, enfin nouveau, pas si nouveau que ça, mais système de tous les switch, routeurs et firewall Juniper. Donc là il y a pas mal de vulnérabilités, en particulier le contournement des firewalls, donc ça c'était rigolo. Pour ceux qui ont des consoles Nintendo portables, C'est les firewalls SRX, non, SRX, Netscreen c'était sur ScreenOS, Ouais. donc système abandonné quasiment, encore supporté mais abandonné. Là c'est les SRX, c'est les nouvelles gammes de firewall de Juniper, enfin pas nouveau, ça a maintenant 5-6 ans je dirais. Plus. Donc voilà, une vulnérabilité sur les parseurs RSA des consoles 3DS et compagnie qui permet en fait de charger une boot ROM auto-signée. Donc vous pouvez exécuter votre propre boot ROM sur ces consoles, donc c'est plutôt intéressant. Le lien suivant, c'est simplement un petit papier qui explique finalement en quoi une base de données chiffrée, c'est pas forcément la panacée pour la sécurité et quelles sont les limites. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une base de données chiffrée qu'un attaquant ne va pas vous voler vos données. Et à savoir qu'une SQL injection, chiffrement de la base, ça n'empêchera pas l'injection SQL. Par exemple, On ne et dit jamais suffisamment. comme plein d'autres attaques, en fait, la base, enfin, les données elles y sont, l'application elle peut y accéder en clair, la clé elle est quelque part, donc c'est pas aussi simple que ça. C'est surtout fait pour protéger des DBA. Ouais, mais ça dépend comment c'est fait parce qu'en fait, faut qu'il y ait une bonne segmentation des rôles fonctionnellement aussi chez le Si tu n'as client. pas confiance en ton DBA, il y a un autre problème. Ouais, mais après tu peux avoir des DBA qui ont moins de privilèges, qui doivent faire des petites actions ponctuelles. Par les Indiens, racistes. Oui, je parle. Alors, piratage. Donc ça c'est rigolo, c'est une capture d'écran d'une voiture Mazda. Un utilisateur en fait a réussi à injecter une commande à partir du port USB. Donc ça laisse présager un bon avenir pour les voitures modernes et leur sécurité. Ouais, alors toujours dans la problématique des voitures, un petit repository GitHub sur le Car Backdoor Maker. Donc c'est les gens qui vous expliquent comment faire un petit implant matériel que vous allez brancher sur le buscan de la voiture et sur lequel vous allez pouvoir envoyer des commandes à distance. J'ai une liaison type 4G pour pouvoir envoyer des commandes sur le buscan. Donc en fonction de la voiture, déclencher les freins ou désactiver les freins. Enfin, ce genre de choses très Ça marche sur toutes les liaisons série. Hein. C'est-à-dire, les gens ils s'imaginent c'est secure. Mais sur toutes les liaisons série, que ce soit de l'USB ou un lecteur de carte à puce, s'il n'y a pas d'authentification mutuelle, crac. Voilà, donc ça peut être utile lors de tests sur des véhicules. Le suivant est intéressant, mais j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais c'est une analyse technique de comment ils ont fait pour faire des systèmes de triche sur les contrôles d'émissions polluantes. Donc ça rentre un peu dans le détail de comment est-ce qu'ils ont fait pour détecter les cas d'utilisation lors de tests et pas de la réalité. Enfin, c'est intéressant. Ah, c'est pour la détection de la triche. Non, c'est comment ils ont fait pour tricher. Ah d'accord, parce qu'il y avait une presse comme ça au CCC. C'est pour détecter la triche de la triche. Il y avait une présentation au CCC de cet hiver sur justement comment est-ce qu'ils ont fait pour tricher les différents... C'est peut-être le même papier, je sais pas. Non, il est marqué 2017 dans le même, je sais pas. En tout cas, ça me paraissait intéressant. Le dernier, en revanche, est peu intéressant, je l'ai mentionné parce que si on en entend parler, c'est un rapport sur la vulnérabilité potentielle des sous-marins nucléaires Trident du Royaume-Uni, mais finalement, c'est qu'un recueil d'informations publiques du type ils utilisent des systèmes sous XP, donc peut-être qu'ils peuvent se faire pirater. Sauf si c'est la version .2c. Sauf si c'est la version portée sans enregistreuse. Exactement, c'est peut-être ça le futur. Oui, mais le système informatique du sous-marin, il n'est pas interconnecté normalement. Normalement.
Oui, donc tu en parlais sur AMT, donc il y a des gens chez Microsoft qui, en faisant de la rétro-ingénierie d'un logiciel malfaisant, se sont rendus compte qu'il y a des attaquants qui utilisaient justement les fonctionnalités AMT pour faire du contrôle commande. Donc c'est-à-dire que sur un réseau d'entreprise, plusieurs ordinateurs étaient piratés, et en fait au lieu de passer par le système d'exploitation et la carte réseau pour échanger des informations entre ces ordinateurs, ben, ils utilisaient la fonctionnalité Serial Overland de la puce Intel Management Engine, et du coup ça contourne pas les mécanismes de détection réseau, mais en tout cas tous les mécanismes de détection système, puisque ça passe directement par une puce dédiée et ça arrive sur la carte réseau sans jamais toucher l'OS. Donc c'est relativement discret. Donc c'est assez intéressant. Par contre, il faut être admin pour le faire. C'est moins discret pour être plus discret après. Le suivant, ça peut être intéressant, c'est un peu l'état de la recherche sur le cassage de mots de passe et l'utilisation de réseaux neuronaux. Donc pour l'instant, c'est pas plus efficace que les solutions actuelles sur carte graphique, mais ce sera peut-être le futur. Ensuite, c'est des gens qui expliquent comment on peut savoir ce qui se passe chez vous en étudiant les signaux, les communications chiffrées de vos objets connectés. Donc juste en analysant le signal chiffré, on arrive à en déduire les usages qui en sont faits. Pour le dernier, c'est rigolo, c'est un gang de motards mexicains. Déjà là, c'est drôle. Ouais, sauf que quand tu vois leur tête, t'as pas envie de passer un week-end avec eux. Et en fait, ils volaient du Mexique, ils remontaient aux États-Unis, ils volaient des jeeps avec des clés dupliquées parce qu'ils avaient un complice qui avait récupéré dans les bases de données de quoi reconstruire des clés et les appairer avec les voitures. Donc ils volaient les voitures comme ça, les ramenaient au Mexique et bon, ils se sont fait attraper. Et ça date de 2014 quand même. Et le jugement est récent. Bon, ça je passe. Ah, ça c'est pas mal. Donc les ordinateurs HP, s'ils ne sont pas réinstallés, par exemple avec un master d'entreprise, viennent avec un pilote qui intercepte. En fait, sur vos claviers, normalement sur les ordinateurs portables, vous avez des touches pour augmenter le volume, pour couper, pour la vidéo projection, des choses comme ça. Et en fait, HP a un espèce de pilote qui, pour intercepter ces touches, intercepte toutes les touches tapées au clavier et les enregistre dans un fichier. Bon, moi j'appelle ça un keylogger, mais pas eux. Donc ça a été révélé. Donc HP a bien sûr corrigé en désactivant la fonctionnalité qu'on peut réactiver avec 2 clés de base de registre que je vous ai mis là. Oui, le dernier, alors je l'ai rajouté juste tout à l'heure. Apparemment, une personne a trouvé dans son CPU Intel i9, on le voit pas bien là à l'écran, un RFID sur le CPU. On se demande ce que ça fait là. C'est un article en allemand. Ça commence un peu peut-être à être utilisé pour tout ce qui est du suivi de production et savoir où sont les éléments que tu as produits à quel moment, je sais pas. Tu le mets sur la boîte, pas sur le CPU. Ouais, ah, WannaCry. Bon, donc je pense que vous avez suivi l'actualité. Certains d'entre vous ont sûrement passé un très mauvais week-end à partir du vendredi, je ne sais plus quand c'était exactement, fin mai, mi-mai, fin mai. Donc un ver exploitant les vulnérabilités publiées par Shadow Broker concernant SMB a été envoyé dans la nature et a commencé à se répandre. Finalement, il y a eu peu de dégâts parce qu'il n'y a pas eu de phishing associé, donc il se répliquait juste avec ce qu'il pouvait joindre. Et comme il n'y a quand même pas tant que ça de services SMB ouverts sur Internet, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça. C'est dommage parce qu'ils auraient pu faire beaucoup d'argent. Mais au final, pas du tout. Un truc qui était rigolo, c'est que a priori pour faire de l'évasion de détecter les sandbox, le ver interrogeait un nom de domaine ultra long avec des caractères aléatoires, et un jeune chercheur en malware anglais a déposé le nom de domaine, et en fait comme le malware arrivait à contacter ce domaine, il arrêtait l'infection à ce moment-là. Donc ça a coupé une partie des infections, mais il a été rapidement mis à jour. Puis d'ailleurs j'ai regardé les criminels qui ont fait ça se faisaient payer en bitcoin, et je crois qu'hier ils étaient à 130 ou 140 000 $ de récoltés, ce que finalement c'est pas si mal que ça. Du gâchis. Comment ? C'est du gâchis. C'est du gâchis parce que s'ils avaient fait un phishing et qu'ils avaient attendu quelques jours avant d'activer la charge utile, ils auraient pu gagner beaucoup plus d'argent. C'est pas des professionnels. Bon, après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un outil a été publié, enfin 2 outils, mais un vraiment stable qui a été publié par Benjamin Delpy, permet de récupérer, alors pas tout à fait la clé de déchiffrement, parce qu'en fait, le malware génère ses clés en mémoire, chiffre et puis efface les clés.
En fait, il y a un outil qui permet de récupérer la clé, non pas directement, mais à partir des différents composants qui permettent de générer la clé. Et en fait, on peut reconstruire la clé de cette manière, et donc potentiellement, on peut déchiffrer un poste qui a été déchiffré par WannaCry. Par contre, c'est pas 4 heures ou 4 jours après, c'est vraiment, faut le faire assez rapidement. Et le dernier, c'est les sénateurs. Dernier point, c'est les sénateurs aux États-Unis qui demandent, je ne sais pas si ça va se faire, mais à ce que la NSA, du fait de WannaCry, qui demande à ce que la NSA informe toutes les autres agences américaines de toutes les vulnérabilités qu'ils ont pour que les agences puissent se préparer soit à des attaques, des fuites ou aient connaissance de ce que possède la NSA. Un autre effet de bord qui a été intéressant avec WannaCry, c'est comme vous le savez, Windows XP n'est plus supporté par Microsoft en termes de mise à jour, officiellement depuis très longtemps. Et là, comme par magie, suite à quelques pressions potentiellement du gouvernement américain, mais les sources ne le disent pas, Microsoft a consenti à sortir des mises à jour pour les systèmes qu'il ne supporte plus. C'est d'autant plus intéressant que cette même entreprise a demandé des millions de dollars ou d'euros aux entreprises pour faire une continuité sur le maintien de mise à jour. Et là, on voit que quand il y a un truc un peu sérieux qui se passe, pas si sérieux que ça, parce que 130 000 $ et 200 000 machines touchées, c'est pas grand-chose, ça les fait réagir. Donc, parce que c'est une question d'image aussi, c'est-à-dire que là, ça impacte vraiment l'image de Microsoft. Il y a eu des hôpitaux touchés. il y a eu un hôpital touché en vraiment. Angleterre. Mais Après, il y a eu des gens chez nous. Mais, est-ce que lorsque tu laisses des machines Windows XP exposées sur Internet, tu mérites autre chose qu'un CryptoLocker? C'était pas XP du coup. L'autre effet de bord qu'on a vu en prod, c'est que soi-disant les parcs de prod ne sont jamais patchables, et là, comme par magie, en 48 heures, on a fait la plus grande mise à jour de tous les temps sur tout ce qui est exposition Samba. Et ça, c'est aussi intéressant. Pour rappel, la dernière fois qu'on a eu un truc comme ça, c'était Blaster en 2003. La charge utile n'était pas tout à fait la même, la faille était tout à fait la même, mais l'effet était le même. Donc ça veut dire qu'en 14 ans, on n'a rien appris. C'est ça, tu pourrais le mettre en punchline, en 14 ans, on n'a rien appris. Et alors c'est bien que tu parles des mises à jour, parce que donc là, effectivement, on met à jour ces systèmes, mais on est tombé sur ça, McAfee. Est-ce qu'on peut désactiver SMBv1 ou mettre à jour? Avec McAfee, en fait, apparemment, c'est très très compliqué. On ne peut pas, en fait. Les passerelles de sécurité McAfee ne peuvent pas désactiver SMBv1. Il faut continuer à supporter SMBv1. À NetXP, on a une imprimante. C'est une Konica. Et quand on scanne des documents, on peut se les envoyer sur un partage de fichiers. Et c'est du SMBv1. Donc on a contacté Konica, les gars sont venus, on n'a pas compris ce qu'on a expliqué au début, on dit non, mais de toute façon, on est venus pour ça. Ouais, on les a fait venir. Ouais. Et au final, c'est pas possible de le désactiver, et c'est que du SMBv1, il n'y a pas de V2, c'est oublié, c'est que du SMBv1, et ça ne changera pas. Donc il y a encore pas mal d'équipements, on l'a vu tout à l'heure sur la revue Microsoft, il y a encore beaucoup de vulnérabilités sur SMBv1, et ça va encore perdurer très longtemps sur beaucoup d'équipements. Écoute, ceux qui disent que ça ne changera pas, c'est le support français de Konica. Oui. Non, on a eu un truc américain. Et tu as tweeté et ils ont confirmé? Ah, on a pas Il n'y a tweeté. pas que Konica, il y en a d'autres chez nous aussi. Pareil, on a des imprimantes. Suivant les dernières séries, elles peuvent changer. Les autres, Il n'y a pas que les imprimantes, il y a des problèmes dans tous les appareils connectés. Non, la Simone. Je veux dire, c'est générique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré tout, il y en a qui commencent à se bouger, quand ça commence à bien tweeter, et qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire une erreur de communication. Il n'y a que la com, on est dans un monde de com. Bah, de l'autre côté, il leur suffit de communiquer qu'ils vont le faire un jour. Non, parce que après, celui qui a acheté la nouvelle version, il tweet que c'est pas corrigé, et c'est relayé, et il passe pour des ploucs. Ah oui, ça c'était assez intéressant. Donc il y a des chercheurs en sécurité qui scannent régulièrement, qui sont à la recherche de données accessibles, notamment sur Amazon. Donc il y a un système de stockage de fichiers qui s'appelle S3, qui fonctionne avec ce qu'ils appellent des buckets, donc qui permettent de stocker des fichiers. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait des données qui étaient marquées comme appartenant à Booz Allen Hamilton, donc qui est un gros prestataire, notamment du département de la défense et de l'armée aux États-Unis. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait donc plusieurs gigas de données classifiées top secret qui étaient accessibles publiquement sur un bucket Amazon S3. Et où est le lien torrent? Il n'y avait pas de lien.
C'est des données relatives du coup, au programme de drones militaires et de GPS militaires. Donc des trucs effectivement un peu sensibles, qui contenaient apparemment, de ce que j'ai cru comprendre de l'article, des credentials pour l'accès à des repositories de code. Pas mal. Oui, les malwares utilisent de plus en plus des plateformes collaboratives comme canal de contrôle commande. Pourquoi? Parce que les gens font de la détection réseau. Donc si on fait des requêtes massives vers certains noms de domaines ou certaines IP, ça va se voir. Tandis que si on fait des requêtes massives vers Gmail ou vers Slack, bah, ça va peut-être paraître normal si l'entreprise utilise Slack. Donc c'est ce qu'ils disent dans ce rapport de Trend Micro et on va le voir par la suite. Britney Pardon? Britney Britney Spears ou pas? Ah non, je n'en ne parlais parle pas. En fait, pour illustrer ça, alors c'est pas forcément des malwares, c'était des djihadistes, soi-disant. En tout cas, des pirates, hein, je crois que c'est sur Snapchat, ils utilisaient les commentaires sur le truc de Britney Spears pour passer des échanges en une sorte de CNC dans les commentaires. Donc, vous pouvez chercher la Stegano, mais pas vraiment. Quoi. Mais pas vraiment Stegano, la Stegano ouverte. C'était la semaine dernière, donc c'est assez marrant parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même principe. C'est le même objectif, c'est caché en pleine vue. Quoi. Elle est bonne, ça veut dire prend un camion et fonce dans la foule. C'est voilà, c'est un truc comme ça. Je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de terroristes. Quoi. Et ce qui est pas mal, c'est d'utiliser Google Doc. Oui, parce que tu peux faire du domaine fronting comme on l'avait expliqué il y a quelques Non, ou même utiliser par exemple les cellules du, je sais pas comment il s'appelle, l'Excel de Google Doc, pour échanger avec un malware, c'est pas mal. À 3 toucher. Il y a une question aussi, il y a un sœur. Oui. Ça a posé des questions, ça a Côté SCADA, ah oui, alors ça a des caméras fausse cam, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pas. Des credentials en dur, des comptes cachés, de l'injection non authentifiée, enfin il y a la totale. Je pense que c'est difficile de faire pire, si peut-être Netgear, mais... Des links, tous en fait. Comment? Des links. Oui, ou des links, mais c'est vraiment une catastrophe en termes de sécurité. Ouais, sur la suite, deux informations sur les systèmes industriels. Le premier, c'est une conférence qui a été donnée à S4 Europe, donc c'est une des conférences majeures sur la sécurité des SI industriels en Europe, qui parle un peu de la nouvelle tendance qui est de pouvoir contrôler son procédé industriel depuis son iPad. Donc évidemment, il y a des implications sécurité que vous imaginez facilement. Et le suivant, qui est sorti il y a 1 ou 2 jours, c'est Crash Override. C'est une analyse des gens de Dragos qui ont travaillé avec E7 sur un malware qui a été utilisé dans une attaque sur le grid électrique ukrainien en décembre dernier. Pas en 2015, mais en décembre 2016, il y a eu d'autres attaques. Et donc c'est la première fois que là, ils ont un malware qui est spécifiquement fait pour attaquer des protocoles industriels type OPC et IEC 104, qui est spécifique pour les réseaux de transport électrique. Donc ça commence un peu à se professionnaliser et on peut craindre que ça s'automatise un peu. Et c'est transposable assez facilement à ce qu'on fait en France ou en Europe en termes de technologie. Bon, ils disent que ça marche dans le monde entier. Il y a juste le support de TLP3 qui n'était pas dans la version qu'ils avaient. Oui, et ça c'est utilisé que aux États-Unis, grosso modo. Oui, mais il manquait juste ça pour attaquer les États-Unis. Donc ça veut dire que ça vient de Russie. Ça vient de Russie. C'est marqué. D'autres que les Russes pour attaquer les Ukrainiens, franchement. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'ils attaquent leur Je veux dire, province? pourquoi s'en prendre à des pauvres gens comme ça? Ils vont pas s'attaquer Toi, tu vas eux-mêmes. pas attaquer ta propre province? Vladimir. Enfin, l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. Excuse-moi. Bref. C'est moi qui ai marqué ça? Le pacemaker, Je sais plus. Enfin, il y a une étude qui devrait sortir sur la sécurité des pacemakers. Elle devrait sortir parce que pour l'instant il y a peu de résultats à part de dire que c'est catastrophique. Donc c'est quelqu'un qui a voulu prouver en fait qu'on pouvait facilement trouver des vulnérabilités, qui a réussi à s'en procurer très facilement, notamment sur eBay. Donc ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui vendent des pacemakers sur eBay. Je sais pas où ils les trouvent. Et en fait la plupart sont vulnérables et peuvent être modifiés à distance sans authentification. Par contre, il n'y a pas un white paper détaillé pour le moment. Je pense qu'il y a certains constructeurs qui sont en train d'appliquer des patchs, mais le problème c'est qu'une fois que c'est implanté sur un patient, c'est un peu difficile de le sortir pour faire une mise à jour. Pas sûr qu'on puisse la faire à distance. Non, tu peux faire des mises à jour logicielles. À distance? Je suis pas sûr, ça dépend des À modèles. l'hôpital. À l'hôpital. Oui, à distance, oui, tout est prêt, oui. On a eu à STIC une conférence anonyme sur les pompes à insuline, qui était, je pense, à peu près du même niveau que la sécurité des pacemakers.
où en gros la conclusion du conférencier, c'était qu'on pouvait passer dans la rue en faisant du war driving et tuer à peu près tous les diabétiques du coin. Non, mais tous ceux qui avaient cette marque-là ne font pas l'insuline. Oui, alors il n'y a qu'un modèle qui a été testé, mais enfin, bon, Mais de l'autre côté, c'est un modèle qui commence à être utilisé à Paris, à Rennes, en tout cas aux États-Unis. Donc c'est assez inquiétant tout ça, parce que d'un côté, on a des choses très strictes sur les dossiers de patients, en tout cas en Europe, la sécurité des dossiers des patients, et d'un autre côté, on a une industrie qui produit des objets comme ça qui semble pas très poussé, que ce soit ni en crypto, ni en sécu SSI classique. Sachant qu'il y a quand même des initiatives, notamment aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle I Am the Cavalry. C'est un regroupement, ça paraît bizarre, mais c'est un regroupement de chercheurs qui travaillent vraiment avec les gens qui sont en charge. Je me demande si c'est pas la FDA, mais je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, le regroupement du gouvernement qui s'occupe justement de tout ce qui est médicaments et dispositifs médicaux, et ils sont en train de mettre à jour, disons, les dispositions de réglementation sur la mise sur le marché pour qu'on puisse par exemple faire une mise à jour logicielle pour corriger une vulnérabilité sans avoir à repasser par tous les tests fonctionnels qui font que telle version du pacemaker elle a son tampon pour être vendue. Donc il y a ça aussi, ça peut être un frein à la sécurité. J'avais rajouté qu'en fait en 2013 déjà, Dick Cheney, vice-président américain, avait fait désactiver la radiocommande de son pacemaker parce que des conseillers, en particulier de la NSA, lui avaient dit qu'il y avait il y avait des risques forts qu'il se fasse assassiner. Il y a Cédric Carto, le RSSI de Nantes, puis c'est Nantes qui a fait un papier assez violent contre justement tous les équipementiers des hôpitaux qui n'intégraient toujours pas la sécurité ni à l'origine, ni dans le maintien en conditions de sécurité, et que maintenant il ne laissait plus rien passer, il craque. Mais tu as une étude là sur les constructeurs d'appareils médicaux, il n'y en a que 9% qui font des tests de sécurité au sens informatique sur leurs équipements. Non, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout intégré dans leur processus de conception et de fabrication. Mais justement, c'est en tapant du poing sur la table et en refusant d'acheter des équipements dans lesquels on ne peut même pas mettre à jour le système ou l'antivirus, les deux fournisseurs ne fait pas, qu'on fera avancer les choses. Là, on tape sur le domaine médical et il y a des vies humaines en jeu derrière, mais on voit bien que dans le domaine informatique, il y a des noms qui ont été cités juste avant, des gens dont c'est le métier, qui font pas plus d'efforts. Donc, difficile, hein. On en reparlera sur les deux principales raisons pour lesquelles les pirates arrivent à pirater. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Le deuxième est intéressant parce que si comme moi vous galérez toujours à retrouver les mots de passe que vous avez enregistrés sous Windows, ça peut être pratique. Sinon vous avez les outils de Nearsoft qui font très bien aussi. Ouais. Et le dernier qui permet de changer son mot de passe sans respecter les politiques de complexité, ça peut aussi être sympa. Alors, celui-là je l'ai rajouté il y a peu de temps. Les politiques de sécurité, elles sont implantées côté serveur. Ouais, et ensuite elles sont déployées sur ton poste. Oui. En fait, et elles sont vérifiées que sur ton poste? C'est pas le serveur qui vérifie ce que tu lui envoies? Je ferais demander à Benjamin. Voilà. En fait, c'est lui qui a fait l'outil, donc vous lui demandez avec Vincent Letour. Enfin, Vincent Letour a fait une version de ce qu'il appelait NTLM Injector, et ensuite... Ouais, j'en ai discuté avec, hier soir avec Benjamin, il m'a confirmé que Vincent a bien participé, donc je peux... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent directement côté dans l'AD le hash. Et donc en fait sur le hash il ne peut pas faire de vérification. Donc après pourquoi est-ce qu'on peut changer son mot de passe en mettant directement un hash, je ne sais pas trop. Mais je crois que c'est ça le fait est qu'on ne peut pas vérifier. Du coup ça peut être intéressant en plein test. Mail Sniper, donc c'est un petit script en PowerShell qui permet de voir s'il n'y a pas des boîtes aux lettres accessibles sous Exchange publiquement. Parce que parfois ça existe et puis parfois il y a des problèmes sur délégation des droits, etc. Donc ça peut être intéressant. Le deuxième aussi, sur la désactivation de la journalisation d'événements Windows. Alors évidemment, on peut désactiver le service, mais c'est un peu voyant et c'est le genre de choses qu'un SOC pourrait voir. Donc là, c'est un peu plus furtif. Alors c'est un peu bourrin en fait, ça cherche toutes les instances, ça kill toutes les instances, tous les process qui sont liés à la journalisation. C'est pas mal. Sinon, tu as l'outil de la NSA qui permet d'effacer précisément événement par événement, l'événement que tu souhaites. Ouais. Mais on n'a pas le code source, on n'a que les exécutables. Ouais. C'est discutable. Et le dernier qui permet d'exécuter du PowerShell sans utiliser PowerShell.exe.
Et pour avoir des collègues qui ont évalué quelques solutions de... comment ça s'appelle, le truc qui remplace l'antivirus qui est mieux là Le Swatch MSP, le DR. Non, ça s'appelle des EDR, je crois. Leur nouveau nom de produit? Ouais. EDR, ouais. Et du coup, il y en a beaucoup qui se basent sur le fait que justement, tu as quelque chose qui lance PowerShell.exe. Du coup, là, tu peux lancer du code PowerShell sans PowerShell.exe, ce qui permet, à mon avis, de bypasser au moins la moitié des outils de marché. C'est basé sur le C#. C'est celui-là, non? Oui, ça fait du MS Build, donc ça te compile à la vidéo. Donc utiliser Slack comme canal de contrôle commande, on en a parlé, hein, c'est un exemple parmi d'autres. Le deuxième est intéressant, les techniques d'évasion de Citrix Xenap. Donc Xenap, c'est vous partagez un seul serveur, enfin une seule ressource, et vous avez des sessions virtuelles Xenap et vous pouvez partager des applications. Il y a une quantité d'évasion, mais dingue. Moi, ma préférée, c'est dans Excel, où vous tapez un calcul, c'est CMD pipe, simple quote, votre commande, vous fermez, et ça permet d'exécuter un cmd.exe à partir d'Excel. Donc on peut sortir d'Excel. Ouais, il faut vraiment voir ça comme des restrictions visuelles, hein, ça va pas plus loin. Ah, alors ça c'est quand même intéressant. Donc je ne sais pas si vous connaissez le projet Blood Hunt, qui est un peu la déclinaison un peu plus avancée de ce qu'avaient fait des gens de l'ANSI, qui s'appelait AD Control Pass. Ça permet d'identifier des chemins de compromission dans l'Active Directory. Je pars d'un compte où je veux devenir admin de domaine, par où je dois passer et quelle exploitation je dois faire pour arriver jusque-là. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'est dit, bah, ça serait quand même intéressant, une fois que j'ai cette analyse, de l'automatiser, parce que je n'ai pas de valeur ajoutée à taper les commandes pour aller faire l'exploitation. Donc c'est ByteBleeder, la personne qui fait Crackpap Exec, qui a fait ça en 3-4 jours. Alors évidemment, ça ne marche pas pour tout, ça marche pour les choses simples. Par exemple, je me connecte sur une machine avec un compte, j'injecte un Mimikatz, je récupère le mot de passe, ensuite je me connecte sur une autre machine avec ce mot de passe-là. Mais en tout cas, pour toutes ces actions-là, on peut trouver ces chemins de compromission automatiquement et les exécuter. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps, et de ce que je vois en audit, je pense que dans 70-80% des cas, ça suffit pour devenir admin de domaine. C'est quelqu'un qui supporte le bug bounty au sens américain du terme et qui dit que les pentesters ça sert à rien, quoi. En fait, je pense que l'intérêt du pentest, il n'est pas à exécuter bêtement 15 fois la même commande, et que du coup, si tu peux outiller pour aller plus vite, c'est bien. C'est pas la même chose qu'automatiser en fait. Mais si dans un environnement complexe, tu peux t'assurer en 5 minutes que ça va pas marcher, ça te laisse plus de temps pour faire autre chose. C'est juste que les clients sont pas assez bons, donc forcément on fait un métier pas intéressant, mais pas de notre faute. Je note. Sur le côté défense, pour pas parler que d'attaque, il y a le NIST, donc l'organisme de standardisation américain, qui publie un guide. Alors j'ai marqué le contrôle des applications par liste blanche, c'est le whitelisting, mais je sais pas trop comment traduire. Liste blanche. Oui, sur l'attaque, on a une démonstration à Stick sur l'utilisation de PSExec pour obtenir des droits via déploiement sur WSUS. WSUS pendu? Ouais, WSUS pendu. Et donc, la conférence démontrait qu'à partir du moment où vous aviez accès à un WSUS, où il y a des signatures, des choses, un mécanisme assez complexe, il était possible de faire passer un binaire signé par Microsoft qui est PSExec et de rajouter des petites commandes qui vous permettaient après de vous répondre tranquillement. Dans les métadonnées, parce qu'en fait les métadonnées qui accompagnent les mises à jour ne sont pas signées, donc ne sont pas vérifiées, donc dedans on peut mettre ce qu'on veut. Et donc c'est intéressant parce que ça ouvre plein de voies sur les pentests, entre autres dès que vous avez accès à un WSUS. Et par ailleurs, WSUS est souvent configuré pour faire de l'HTTP, parce qu'en fait on considère que les mises à jour Microsoft sont signées, donc c'est pas la peine d'avoir la sécurité du canal de déploiement. Sauf qu'en fait, comme tu viens de le dire, il y a des métadonnées, et que du coup si on peut faire de l'interception, se faire passer pour le WSUS, on peut aussi exécuter du code sur les machines. Et donc ça, ça ouvre une nouvelle perspective et c'est très intéressant. Le troisième est intéressant, c'est une université américaine, donc des étudiants qui font un espèce de war driving mais avec de l'équipement pour mesurer un certain nombre d'éléments sur les bornes GSM, les BTS, et à partir de la puissance, la fréquence, certaines propriétés des antennes, ils font un mapping, et après ils sont capables déjà de détecter celles qui sont un peu bizarres, c'est-à-dire qu'ils utilisent des fréquences peu communes, qui ont des propriétés qui ne sont pas communes non plus, et en repassant, ils sont capables de détecter aussi les immiscible catchers, c'est-à-dire les bornes qui ont été, les antennes qui ont été rajoutées, et voilà, technique pour détecter.
Ils en ont quand même trouvé plusieurs. Oui. Dans des grandes villes. Oui, alors je ne sais plus pourquoi j'ai. Si c'était assez intéressant, je n'ai pas eu le temps de creuser, mais c'est un petit repository qui explique comment publier des applications sur Google Cloud sans OS, c'est-à-dire. C'est minimaliste. En fait, tu n'exposes que le service dont tu as besoin. Donc, par exemple, c'est une application web en Python, il y aura Python et Apache, et c'est tout. Il n'y aura pas de shell, il n'y aura rien. Pour réduire la surface d'attaque. Alors, bon, comme vous le savez, en France, la Défense a un très très beau contrat avec Microsoft qui a été renouvelé récemment. Et une sénatrice s'y oppose fortement et demande la suspension du contrat, parce que c'est des millions d'euros. Alors qu'il pourrait utiliser de l'open source, il n'est pas travaillé. Mais c'est pas prouvé que ça sera moins cher. Ouais. Pour faire de l'open office, si. Je vous recommande le SecNum Academy de l'ANSSI. Alors, il faut dire que le premier jour c'était totalement buggé, donc ça n'arrêtait pas de cracher. Et après les avoir un peu insultés, et je pense qu'il y a des collègues de l'ANSSI ici, donc après les avoir un peu insultés sur Twitter, il paraît que ça a été patché. C'est fait en Flash, on ne sait pas trop pourquoi, c'est moche, mais c'est l'hygiène de base, donc voilà, je vous invite tous à avoir votre passeport, comme ça on pourra demander plus. Et l'hygiène te dit pas de désactiver Flash par défaut? Eh ben, on n'est jamais aussi bien chaussé que par soi-même, hein. Donc, il y a des trucs intéressants qui auraient pu être faits, et je pense que c'est un projet qui durait depuis longtemps, il a fallu le sortir, au moins c'est sorti. Allez voir, pour l'instant il y a 70 minutes je crois de disponible et il prévoit 6 heures ou plus que ça, enfin j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un bon début pour de la sensibilisation avant de trouver d'autres choses. Ça c'est un petit peu... Moi j'ai pas réussi à faire marcher. Ah oui, il faut Flash. Ouais. Effectivement, c'est pour ça que ça marche pas sur mon iPad. Ouais. Et en fait, si tu veux, donc déjà un truc de sensibilisation que ça marche pas sur mon iPad. T'as pas besoin d'être sensibilisé, toi, Hervé. Je me suis dit. La sensibilisation, c'est pas pour les riches? Qui est-ce qui a conçu ça? C'est l'ANSSI. C'est pour les. Je pense qu'il y a beaucoup de gens riches et pas sensibilisés qui ont des iPads. Bon, ANSSI, si tu nous entends. Donc en fait, j'ai pas pu vérifier, j'ai pas pu contrôler, et donc c'est pour ça que j'ai toujours pas fait de commentaires sur le contenu. J'ai pas été amené à valider. J'ai commencé, j'ai quelques perles. Bon, je m'excuse, hein, je suis enseignant depuis 30 ans, c'est pour ça que je me permets. Non, mais il faut vraiment aller voir, parce que déjà c'est un média qu'on doit pousser, je pense, à toutes les personnes qui nous entourent. Les questions sont assez étranges parce qu'il y a des choses de sensibilisation et puis on vous pose après une question sur l'application de la LPM. Donc, ou du RGS, quoi. Et donc, on se dit que... Et ben pour de la sensibilisation, c'est discutable, pour le moment. Autre point, j'ai rajouté, c'est pas tout à fait de la sécurité informatique, mais je trouvais ça tellement magnifique. Donc j'ai mis le début de la phrase, vous la connaissez, et après c'est ça ose tout, c'est même ça qu'on les reconnaît. C'est une sénatrice anglaise, je crois, ou des politiciens qui ont demandé l'application de la peine de mort pour tous les terroristes qui se faisaient sauter. Je pense que ça va vraiment leur faire peur. Donc rétablissement de la peine de mort en Angleterre pour tous les terroristes qui veulent se faire sauter. C'est pas mal. Qui se sont fait sauter. Ouais, ou qui veulent aussi, je pense. Ou qui se sont. Bon, l'Angleterre aussi qui veut mettre des backdoors dans la crypto, principalement chez les opérateurs. Ça, c'est suite aux attentats dont ils ont été victimes. Comme souvent ça s'est passé récemment, malheureusement. Le gouvernement a sauté sur ça pour dire il faut absolument qu'on surveille Internet beaucoup plus qu'on le faisait. Sauf que ce qu'on voit, c'est que le problème, c'est pas sur Internet. Sachant que le gouvernement lui-même utilise WhatsApp pour échapper à la réglementation sur justement les enregistrements et les surveillances qu'il peut y avoir des communications officielles. Mais tu as un enregistrement du fait que le gouvernement utilise WhatsApp? Il y a des trucs qui ont fuité dans des journaux anglais, ouais. Boris Johnson, il utiliserait WhatsApp. Mais j'ai pas de source, je peux vous dire ce que je veux.
C'est invérifiable. Sinon, concernant plutôt international, Facebook a une amende de 100 millions d'euros suite au rachat de WhatsApp, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient dit au tout début, c'est qu'il était totalement impossible de croiser les bases de données entre WhatsApp et Facebook, ce qui s'est avéré bien sûr faux. Et en Italie, ils ont une amende de 3 millions, je crois à peu près pour les mêmes raisons. Et en France, ils ont pris une amende de 150 000 euros par la CNIL pour autre chose. C'est pas grand chose. Il manque des zéros. C'est le maximum de la CNIL. Hein. Le deuxième, c'est qu'apparemment maintenant, quand vous allez sur le sol américain, ils ont le droit de vous demander. Avant, ils pouvaient vous le demander. Maintenant, ils peuvent vraiment vous le demander. Non, la phrase n'est pas. En fait, avant, dans les vous États, pouviez déclarer vos différents comptes de réseaux sociaux. Maintenant, c'est obligatoire. dans les États, vous avez c'est dans les États. la demande. Oui, parce que j'ai quelqu'un Ouais. qui l'a demandé dans l'équipe là récemment. On vous demande vos réseaux sociaux. Donc, si comme moi, Sur les 5 ans. sur le réseau social, vous n'êtes pas anonyme, eh ben, vaut mieux les donner. Si, comme certains, vous avez des mots de passe à mort moelle-nœud, des logins à mort moelle-nœud, vous pouvez encore faire semblant de ne pas avoir de réseau social. Ouais. Mais vous ne connectez pas à Twitter là-bas. Sinon, un petit truc Mais assez la drôle. solution, c'est de ne pas y aller. Demander aux Américains de venir. Et sinon, pour les réunions qui doivent être en Amérique du Nord, de privilégier le Canada ou le Mexique. Et je pense qu'économiquement, c'est tout à fait rentable et ça leur fera du bien. On avance. Un point aussi rigolo, c'est qu'en Russie, YouPorn avant était censuré. Et donc, pour que ce ne soit plus censuré, YouPorn a filé des comptes gratuits aux autorités. Comment ça? Bah, chiche. Enfin. Je suis tombé sur un article assez fou. Du fait de GDPR, apparemment, les salaires des RSSI explosent. Donc, entre 6 et 10 ans d'XP, on est entre 70 et 100 000 euros par an. Et au-delà de 10 ans d'XP, on a plus de 150K. Et dans certaines grosses entreprises européennes, on atteint le million. Oui, Bon, qui Donc là, gagne un tu parles million? du salaire du RSSI Ouais. ou du salaire du DPO? Du RSSI. non. Ce que je peux dire, c'est que Qui gagne un million? les sources, je sais pas qu'ils ont interrogé, mais les sources sont fausses. Je sais pas qui ils ont interrogé, ouais. Et les sources sont fausses. Non, les salaires de RSSI sont. On peut demander à sont quelqu'un pas qui à a, un million. on peut demander à quelqu'un qui a une fonction pendant longtemps à côté de toi. Est-ce que tu valides le fondement de cet article? Alors, non, je n'ai jamais touché ça. Non, mais C'était avant. ce qui est très clair, c'est que le différentiel entre DSI et RSSI, c'est amenuisé. C'est-à-dire que l'époque où le RSSI gagnait 2 fois moins que le DSI, c'est fini. Le RSSI peut monter à 10, 15, 20% de moins que le DSI. Par contre, celui qui monte au-dessus, et là il n'y a pas d'explication rationnelle, mais là il y a quand même beaucoup de recruteurs qui proposent ces prix-là, ça c'est le DPO. Le DPO, à l'échelle d'un CAC 40, il monte à 300, 400K sans aucun problème. Pas partout. Qu'est-ce qu'il fait? Alors pas partout, parce DPO, c'est Data Privacy Officer, c'est l'ancien SIL, globalement. C'est le site Ah, de donc il a un GDPR. style à 400 000. Non, C'est ça demande des compétences que l'immense majorité des CIL n'avaient pas. Et des compétences qu'il est potentiellement assez, parfois, statistiquement difficile pour les CIL d'acquérir. Enfin, moi, ce que je t'en dis, pour connaître un petit peu le sujet, c'est que les SIL deviennent DPO et qu'ils ne sont pas à 300 ou 400 000 dans le 440. C'est clair. Pas partout en tout cas. Ah ben, pas partout, je te le confirme. Francs. J'en parlerai à mon En fait, chien il y a une en erreur. rentrant. Et, Ce sont des francs. Les CIL qui deviennent DPO, ils ont la monocompétence, ils n'ont pas la double compétence. Là, on parle de gens qui ont la double compétence. pour en avoir rencontré quelques-uns, il n'y en a pas des masses. On avance un petit peu. Bug Bounty, un point à signaler. Microsoft, si vous leur remontez des vulnérabilités sur Hyper-V, la prime peut monter jusqu'à 150 000 $. Donc 150 000 $, c'est évasion de machine virtuelle, enfin exécution de code à distance, avec un code d'exploitation fonctionnel. Si vous avez la vulnérabilité mais pas le code, c'est 100 000 $. C'est quand même un an de salaire de RSSI. Ce qui est pas mal. Ou 3 mois de DPO. Conférence passée, j'en ai sûrement oublié plein, mais en tout cas la semaine dernière, il y a eu le STIC à Rennes. Vous avez un excellent compte rendu ici, donc j'ai mis juste la première page, mais vous avez les 3 jours. Et à venir, Nuit du Hack, B-Rump, et j'ai pas mis tout ce qui est Black Hat et DevCode, mais on en reparlera en juillet. Il y a aussi un compte rendu de Nicolas.
On en parle tout à l'heure. Alternatif. Ça tombe bien, tu vois, on enchaîne. Monsieur Truc. Alors, bon ça c'est rigolo, c'est un émulateur Android dans un navigateur, donc pour une solution SaaS, si ça vous amuse, ça marche. Le troisième est aussi assez rigolo, c'est une société qui s'appelle Your Database is Secured. Et en fait, dans leur répertoire, dans leur site web, vous allez dans le répertoire /database et vous avez le contenu des backups de leur base de données. Alors en fait, ils l'ont coupé, sauf que comme archive.org archive tout, vous pouvez les télécharger par archive.org. Mais je vous ai pas dit ça. Ah oui, alors ça, j'ai vu cette photo sur Twitter, quelqu'un qui est dans un avion et qui a eu un plantage et qui est tombé là-dessus. En fait, c'est le panneau de configuration de son écran. Avec configuration de l'USB, de pas mal de choses, et regrettait de ne pas avoir de clavier à ce moment-là. En fait, maintenant, comme il y a des ports USB dans les avions, type A380, vous venez avec un clavier souple qui s'enroule, vous vous branchez dessus et je pense que vous pouvez jouer. Et en descendant. En descendant, tu vas jouer. Non, c'est pas vrai. Ça dépend du pays où tu vas. Ah bah, aujourd'hui, dans des avions, quand tu te mets en mode terminal, console, tes voisins qui te dénoncent. Tes voisins te dénoncent auprès des hôtesses. Donc, il y a eu plusieurs cas de mecs qui filtrent. Ah, mais sur le truc de l'avion, non, pas forcément. Tu viens avec des collègues comme voisins, des voisins de confiance. On s'est beaucoup moqué de Windows Defender et donc son anti-malware, et effectivement, on peut encore un peu s'en moquer. Donc là, il détecte un bash historique comme étant un fichier malveillant. Et c'est surtout qu'il veut l'envoyer à Microsoft pour analyse. Aussi, ouais. Oui. Ah oui, alors je ne sais pas si vous avez mis à jour Office 2016 récemment, mais suite à la dernière mise à jour, moi toutes les heures j'avais une fenêtre qui popait, qui flashait très rapidement, et en fait je sais pas, ils se sont plantés sur leur mise à jour, et donc toutes les heures apparaît une petite fenêtre qui fait quelque chose et qui disparaît. Donc au début, bien sûr, paranoïaque, je me suis dit ah, je suis compromis, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est juste une tâche planifiée liée à Office. Et le dernier, alors on voit pas la dernière ligne, mais c'est pas très grave, c'est juste le lien. Sur Windows 7 et 8.1, en fait j'ai mis des points entre les lettres, donc si vous recopiez tel quel ça ne marchera pas. Si vous essayez d'aller sur ces deux points $mft / quelque chose, vous planterez le système. $mft c'est le fichier caché sur le disque dur qui contient la table de partition, donc tous vos fichiers, répertoires et les privilèges associés. Et en fait, donc il y a un article en russe en dessous qui explique pourquoi est-ce que ça plante. Mais si vous y allez avec un navigateur, avec l'explorateur, si vous allez sur un site web où quelqu'un en image met un lien vers ça, ça plante votre OS. Donc c'est assez rigolo. Et moi ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune, Windows 95, où si vous alliez sur ces deux points / concon ou nul, ou tous les mots réservés comme ça, donc apt, lpt1, etc., vous plantiez le système. C'est vraiment les vulnérables, enfin les plantages à l'ancienne. C'est rigolo. Sur les vieux Unix, il y a des CP points supérieurs à point dans la race condition là, dans sudo tout à l'heure avec le lien symbolique, ça c'est années 80 quand même. Hein. C'est pas de la faille à l'ancienne. Comme disait JP tout à l'heure, rien n'a changé. Mais rien ne change justement. Alors justement, rien ne change. Pourquoi est-ce que les hackers arrivent encore à pirater? Donc c'est une étude de je sais plus qui d'ailleurs. Et les deux principales causes, c'est manque de mise à jour ou erreur humaine. En gros, c'est principalement ça. Second point, alors donc suite encore une fois à la publication des vulnérabilités outils de la NSA par Shadow Broker. Shadow Broker avait essayé de lancer une mise aux enchères qui n'a pas du tout marché. Et après la dernière publication, ils ont proposé d'avoir un abonnement tous les mois pour en gros 24 000 $. Ils vendaient donc un certain nombre de vulnérabilités et d'outils. Donc deux personnes ont décidé de faire un crowdfunding pour essayer de récupérer 24 000 €, essayer de payer pour la bonne cause, pour essayer au moins de corriger les vulnérabilités, pour que les chercheurs soient au courant, etc. Ils ont abandonné le projet. Ensuite, un petit truc rigolo sur Systemd qui prend quand même assez cher tout le temps. Et là, en fait, si Systemd n'arrive pas à joindre le DNS, je sais pas comment on dit fallback, il rétrograde sur le DNS Google, c'est-à-dire 8888. Pourquoi? C'est un système de secours. Ouais, mais enfin bon, il y a Franck Denis, un des experts techniques d'OVH,
a donné une solution à lui. Il fait un CH Atre plus I sur ETC resolve.conf et il dit que ça va arrêter de le gonfler quand il met des DNS, il veut que personne y touche. Donc ça peut être une solution, CH Atre plus I sur là-dessus. Le troisième est rigolo, ce sont les personnes du CCC qui ont réussi à contourner le scanner rétinien du Galaxy S8. Je pense que Samsung, là, il doit en avoir un petit peu marre de tous leurs problèmes de sécurité. Il faut qu'ils arrêtent. Ils sont revenus dans cette dernière, ils ont dit que c'était pas aussi évident, c'était pas du tout prouvé que l'exploit fonctionnait. Ouais, enfin, sur la vidéo, ça marche bien. Ils prennent une photo avec un appareil numérique classique. Sur une vidéo, j'aurais une fusée à partir de ça. Ouais, enfin, c'est les gars du CCC, c'est pas non plus... Ouais, non, Enfin bon, en posant une lentille sur une photo imprimée... Il y a des chercheurs qui ont essayé derrière, dans ce que je voyais. Il y avait un petit, pas un troll, mais il y avait un débat que c'était pas si simple que ça en fin de compte. Mais bon, je suis d'accord qu'au niveau de l'image de marque, on en fait ça. Alors ensuite, donc, au stick a été distribué 7 autocollants. Donc le logo du stick cette année, c'était ça, qui s'inspire du slip français. Sauf que là, c'est le stick français. Donc, au milieu, c'est pas un slip, mais c'est une antenne. Enfin, voilà, donc c'est très rigolo. Et donc suite au stick, Nicolas a fait un article compte rendu du stick. Alors moi j'ai refait le logo parce que c'est vraiment le Newsoft français, c'est du bon Nicolas comme on l'aime, et je vous recommande son compte rendu du stick. Ensuite, bon je passe sur ces deux-là, surtout qu'il y en a un qu'on a déjà cité. Alors on parlait de Nicolas en troll, mais on a trouvé le grand maître archimage du troll du chaos. Je pense que c'est difficile de faire mieux. En la personne de Vladimir Poutine. Regardez cette vidéo, c'est magique. Donc il explique en fait, donc bon, il y a pas mal de piratage dû à des hackers russes. Et lui, ce qu'il dit, c'est non mais vous savez, les hackers, c'est comme des artistes. Ils se lèvent le matin, ils regardent l'actualité, ils lisent qu'en fait on s'en prend à la Russie, donc ils décident de défendre la Russie. Et c'est magique. C'est juste des patriotes. Quoi. Voilà. Et ils se foutent de la gueule de tout le Ils sont pas monde, du tout dirigés. ouvertement, et personne ne dit rien. C'est magique. Pardon ? C'est Vladimir. Bah ouais, mais c'est magique. Ah, j'ai vu que t'avais fait le tatouage, c'est bien. Ah oui, il y a un petit tatouage de troll. Prochain rendez-vous de l'OCIR. Donc le prochain mardi, c'est le 11 juillet. Prochain afterwork en septembre. Le dernier afterwork a eu lieu le mois dernier en mai. Et vous avez quelques photos ici, bon, qui ne ressortent pas très bien, mais qui a été une franche réussite. Il y avait beaucoup de monde. La présentation était particulièrement intéressante. Et j'ai eu ouï dire que ça s'est terminé très très tard. Et les prochaines dates des réunions du mardi seront annoncées bientôt sur le site web. Oui. Elles sont déjà annoncées. C'est vrai Celle jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est annoncé. Celle de juillet est annoncée et il y aura bientôt celle pour la rentrée. Ouais. Est-ce qu'on sait où on va le mois prochain? Physiquement? Ici. Ici. Donc n'oubliez pas de vous inscrire pour pouvoir rentrer dans les locaux. Avec de nouvelles modalités d'inscription qui vous seront révélées. Donc si vous avez des questions, des idées d'illustration, si nous avons loupé des actualités importantes, n'hésitez pas à nous le remonter, soit maintenant, soit jamais. Merci.